Échange dans la matinée de ce jeudi entre le chef de l'État et la chefferie traditionnelle et coutumière. Le président du Faso appelle la chefferie traditionnelle à propager des messages de cohésion, d'entente et de solidarité et à œuvrer pour la réconciliation nationale. La rencontre a eu lieu au palais de Kosiam. Reportage complet pour vous en début de journal. Dans ce journal également, les images de la rencontre entre le chef du gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Une rencontre tenue ce matin avec pour objectif présenter le plan d'action de la transition, un plan d'action qui sert de guide à l'action quotidienne du gouvernement. On en parle également dans ce journal. Et puis en Côte d'Ivoire, rencontre entre Alassane Ouattara et ses prédécesseurs Henri Konabédié et Laurent Gbagbo. Cette rencontre est une première depuis 2010 et elle a pour objectif de faire avancer la réconciliation après les différentes crises et aussi à préparer les prochains scrutins de 2023 jusqu'à la présidentielle de 2025. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. Situation nationale, le chef de l'État a eu un échange ce matin avec les leaders coutumiers et traditionnels. Au menu des échanges, la recherche de solutions à la situation nationale. Convaincu que la chefferie traditionnelle et coutumière a toujours été le garant de l'unité nationale et de la cohésion, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a demandé à ces derniers de s'impliquer pour la réconciliation. La situation actuelle du Burkina Faso nous interpelle tous et surtout les chefs coutumiers et traditionnels en premier lieu car ils sont les dépositaires des valeurs ancestrales et culturelles de notre pays, déclare le chef de l'État à cette rencontre avec les leaders coutumiers et traditionnels. Les responsables coutumiers que vous êtes s'imposent de fait comme des interlocuteurs incontournables et pour ce faire, complètent les institutions étatiques dans leurs efforts pour assurer l'ordre public, la coexistence pacifique, le bien vivre ensemble et la construction de l'État-nation. À cet effet, le président du Faso les a invités à orienter leurs efforts vers la recherche de la cohésion et de l'unité nationale. Par ailleurs, le président du Faso, à travers les chefs traditionnels, a invité les populations de leur contrée à faire bloc avec les forces de défense et de sécurité et les engagés civils dans la lutte contre les forces du mal. Majesté et chef de canton, la situation actuelle du Burkina Faso nous interpelle tous, mais surtout vous en premier lieu, car vous êtes dépositaires de toutes les valeurs ancestrales et culturelles de notre pays. En ces moments difficiles, vous invitez à orienter vos efforts vers la recherche de la cohésion et de l'unité nationale. Pour le président du Faso, aujourd'hui, il est question de garant de l'unité nationale et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Damiba a initié cette rencontre d'échange pour demander leur implication et leur concours pour un retour de la paix dans notre pays. Nous sommes profondément convaincus que c'est dans la mobilisation totale de tous que les forces engagées dans la lutte contre le terrorisme engrangeront davantage de résultats sur le terrain. Je vous exhorte à porter le message de cohésion, d'entente et de solidarité dans vos actes de tous les jours, à le transmettre aux populations à la base et à œuvrer à la réconciliation des fils et des filles du Burkina Faso pour le bonheur de nos populations. Le chef de l'État a saisi l'opportunité de cette rencontre pour évoquer avec les chefs traditionnels la démarche qu'il a entreprise d'échanger avec les anciens chefs d'État sur la situation nationale. Selon le président du Faso, cette initiative ne vise ni la restauration d'un quelconque ordre ancien, ni la consécration de l'impunité. Il a rassuré les leaders traditionnels et coutumiers que les concertations vont se poursuivre en bilatéral avec les anciens chefs d'État qui étaient absents à la rencontre pour l'intérêt supérieur de la nation.
Voilà donc un élément signé Michael Tougri, au moins Lassida Kabouré. On aborde maintenant notre deuxième grand titre dans ce journal. Le plan d'action de la transition a été présenté ce jeudi 14 juillet 2022 aux partenaires techniques et financiers. Ces échanges entre ces deux parties prenantes ont permis aux partenaires techniques et financiers de s'approprier ce plan. Le dit plan, selon le chef du gouvernement, sera consacré aux projets prioritaires, notamment la lutte contre l'insécurité et l'assistance aux personnes déplacées internes. Mamidri Nakamabo. L'objectif de cette rencontre entre le chef du gouvernement et les partenaires techniques et financiers est de présenter le plan d'action de la transition. Un plan qui sert de guide de l'action quotidienne du gouvernement dans la sécurisation du Burkina Faso, l'assistance aux personnes déplacées internes et le relèvement des personnes affectées par le terrorisme. Le gouvernement a sollicité l'accompagnement des partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre du plan d'action de la transition. Le financement du plan d'action n'étant pas couvert en totalité par les ressources propres du budget de l'État, le gouvernement attend de vous un appui en complément à ces ressources. C'est pourquoi je voudrais ici lancer de nouveau un appel pour un soutien adéquat de ce plan d'action. Votre adhésion à ce plan sera d'une grande importance pour le Burkina Faso. Le plan d'action de la transition, selon le chef du gouvernement, a été adopté en Conseil des ministres en sa séance du 6 mai dernier. Le gouvernement est en train d'élaborer un plan d'urgence de la transition. Le dit plan sera consacré aux projets prioritaires, innovants et à fort impact sur les conditions de vie des populations. Ce programme sera exécuté sur une période de 12 mois. Il viendra ainsi répondre à l'une de vos attentes exprimées lors de nos rencontres précédentes. Le document vous sera soumis dans les semaines à venir et les ministres ont été instruits de travailler diligemment sur ce plan d'urgence de la transition qui, nous l'espérons, bénéficiera de votre soutien dans sa mise en œuvre. Le gouvernement a également partagé avec ses collaborateurs les principales conclusions de la 61e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La coordination nationale pour une transition réussie a tenu ce 14 juillet une assemblée générale à Ouagadougou. Cette assemblée générale avait pour but de trouver des solutions adéquates pour accompagner la transition dans sa quête de paix et de cohésion sociale. On fait le point de cette assemblée avec Salima Touzongo et Serge Kabouré. Je vais vous dire ça aujourd'hui. De mois de mai à juin, Damiba a échappé à 2 coups d'État. C'est un Pascal Zaïda déterminé pour une prise de conscience des Burkinabés qui a tenu ce jeudi l'Assemblée générale de son mouvement, la coordination nationale pour une transition réussie. Réunie autour du thème cohésion sociale et réconciliation nationale dans un contexte sécuritaire difficile, cette Assemblée générale a été une aubaine pour le premier responsable de la coordination de faire des révélations sur le gouvernement actuel. Le président Damiba, il m'a rencontré lorsqu'il y a eu la rencontre avec les OSC. Moi, je vais le lui dire d'écouter ce qu'on dit. Ceux qui le conseillent vont le mettre en bouche. Profil bas, on va ensemble construire ce pays. J'ai demandé et je l'ai fait dire au président Damiba, nous avons besoin que les élections à venir, il n'y a pas d'exclusion. Qu'on donne la chance à tous les candidats. Le meilleur n'a qu'à gagner. Une forme de transition de pouvoir, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes à loyauté, nous sommes réduits à néant. Mais lorsque je les parle, on dit que je suis un fou. Il n'y a pas de problème. L'occasion a également été saisie par la coordination nationale pour une transition réussie pour lancer un appel à l'Union en faveur de la réconciliation nationale et la cohésion sociale. C'est un message de paix, de réconciliation, d'humilité, afin que nous puissions construire ce pays. C'est vrai, nos petits frères ont pris le pouvoir parce qu'à un moment donné, ça ne va pas. Ils ont été mal conseillés. Ils sont toujours mal conseillés. Je l'ai dit et je le répète.
j'aime ce pays, j'ai risqué ma vie pour ce pays. Je voudrais vous demander, chacun là où il se trouve, de donner un message de paix, un message réconciliant, afin que le Burkina Faso puisse avancer. La coordination nationale pour une transition réussie, qui est un mouvement de conseil de proposition et d'action, invite les premières autorités de transition à toujours écouter la voix du peuple. Infrastructure dans ce journal, la rédaction de Truth TV vous plonge dans les réalités du bâtiment administratif. Beau de l'extérieur, le sous-sol du bâtiment administratif laisse à désirer sur le côté ouest, abritant le ministère en charge des sports et celui en charge de l'action humanitaire. En effet, le sous-sol de ces compartiments est immergé par les eaux de pluie. Ces eaux de pluie sont estimées à une hauteur d'1,50 m. C'est à croire que la saison des pluies est un calvaire pour les travailleurs de ces lieux. Mais comment le bâtiment administratif peut-il rencontrer un problème pareil? Est-ce un défaut de construction ou est-ce le site qui pose problème? Autant de questions que l'on se pose au vu de la situation. Sans autre commentaire, voici l'état des lieux présenté ce 14 juillet par notre reporter Alexis Wenkouni Belem-Naba. Un bâtiment de 5 niveaux, des escaliers en spirale et de magnifiques vitres bleues. C'est un bâtiment beau à l'extérieur compte tenu de l'architecture, très beau pour donner une nouvelle image à la capitale et à l'administration burkinabé. Mais en réalité, c'est un réservoir d'eau. Des sachets et des bidons d'eau, des kits de nourriture saturés et des ascenseurs bloqués jusqu'au niveau des escaliers. Voilà ce à quoi ressemble le sous-sol de ce bâtiment administratif. Précisément, le côté ouest qui abrite le ministère en charge des sports et celui en charge de l'action humanitaire. Nous sommes au mois de juillet et déjà le niveau d'eau dans le sous-sol du bâtiment pourrait être de 1,50 m. C'est le constat fait dans cette matinée du 14 juillet. Ce bâtiment est construit sous la direction du bureau d'agence immobilière de Ouagadougou Bamo, une entreprise immobilière rattachée au premier ministère. Les entreprises Sol Confort et Sogeper, elles, étaient chargées de l'exécution des travaux. Le problème serait que les pompes de relevage qui sont censées chasser l'eau des caniveaux se retrouvent aujourd'hui être endommagées. Et cette réalité n'est pas une première. En 2017, c'était le même cas, mais encore grave. Le niveau d'eau à cette époque était estimé à 2,30 m. Les ascenseurs totalement immergés selon les informations reçues. Des écrits auraient été adressés par l'ACOMOD, l'agence de conseil et de maîtrise d'ouvrage déléguée en bâtiment et aménagement urbain au gouvernement d'Abiré, qui n'a pas réagi. Des sources indiquent que l'infrastructure n'est pas totalement réceptionnée et les entreprises en charge des travaux sont toujours interpellées. Mais les pompes de relevage auraient été rebobinées et mises en marche pour chasser l'eau sous la direction du ministère des Sports et des Loisirs de Dominique Nana. Après cette étape, des évaluations sont faites et transmises à la DGIE, la Direction générale des affaires immobilières de l'État, qui, elle aussi, n'est plus revenue sur le sujet. Les mêmes sources indiquent que le bâtiment n'est pas encore transféré à la DGIE, ce qui explique son silence. L'autre fait qui maintient cette infrastructure dans cet état, c'est le site de réalisation. Cet hôtel administratif était censé être réalisé au sein du Premier ministère selon les informations reçues. Un site sur lequel des études de sol avaient été effectuées. Relégué après dans la zone d'activité commerciale et administrative Zaka, on pourrait imaginer que le cahier de charges pour la réalisation de ce projet n'a pas été révisé. En entendant le mois d'août pour les fortes pluies, le gouvernement est interpellé avant que les fonctionnaires qui travaillent dans cette infrastructure en pâtissent et que les responsabilités soient situées. Rappelons que c'est le 31 octobre 2011 que Luc Adolphe Thiaw, Premier ministre d'alors, a procédé à la pose de la première pierre de cet hôtel administratif. Des présumés délinquants interpellés par le commissariat central de police de la ville de Bobo-Dioulasso. Ils ont été présentés à la presse ce jeudi 14 juillet 2022. Ils s'attaquaient aux stations-service essence et aux boutiques de marchandises diverses. Parmi ces présumés bandits, on a un élément des FDS radié et un élève de 17 ans. Les détails de notre reporter sur place à Bobo-Dioulasso, Joseph Koutko. Un réseau de présumés délinquants spécialisés dans les vols à main armée dans la ville de Bobo-Dioulasso a été démantelé. Ils sont au nombre de 4.
Ces présumés auteurs ont été interpellés par la police nationale après une enquête ouverte suite à une agression à main armée dans une boutique au secteur 21. Tous de sexe masculin. Il s'agit des nommés GAK, 22 ans, employé de commerce, SS, 17 ans, élève, YFO, 33 ans, employé de commerce, et DH, 26 ans, employé de commerce, tous domiciliés dans la ville de Bobo-Dioulasso. Le groupe opérait spécialement dans la ville de Bobo-Dioulasso, particulièrement au secteur 5, 10, 20, 21, 22, 23 et 29. Leurs cibles privilégiées étaient les boutiques Orange Money, les alimentations et les stations-service d'essence. Il faut noter que ce groupe était bien organisé et opérait avec une arme à feu, notamment un pistolet automatique de calibre 9 mm. Selon le commissaire Justin Ouedraogo, à l'issue de l'opération, plusieurs matériels ont été saisis. Le butin obtenu est rapporté à YFO, le cerveau du groupe qui se trouve être un FDS radié. Le cerveau du groupe YFO, 33 ans, employé de commerce et personnel des FDS radiés, procède d'abord à l'identification des cibles attaquées. Ensuite, il prépare l'arme à feu et organise l'équipe d'opération constituée toujours d'un binôme à moto. À l'issue de l'opération, le butin obtenu est rapporté au cerveau du groupe qui organise le partage entre les différents membres. Le préjudice qui a été causé aux victimes, sans tenir compte des traumatismes physiques, moraux et mentaux, est au plus bas mot un total emporté d'1 600 000 francs CFA. On a pu saisir un pistolet automatique avec 7 munitions de 9 mm, 2 engins à 2 roues, un passeport ordinaire, 3 clés USB, 3 téléphones portables saisis, une carte professionnelle saisie et un macaron. Les investigations ont permis d'enregistrer 7 victimes. Des victimes qui félicitent les forces de l'ordre pour le travail abattu. Ils ont venu, ces jours-là, ils ont tiré. Heureusement pour ma collègue, la balle a pris le mur. Le 29 juin à 19h30, ils sont revenus encore sur moto, que de l'essence. Donc quand je voulais les services, l'autre n'est sorti par derrière, et puis m'attraper avec pistolet. Que de donner l'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas l'argent. Ils m'ont fouillé et même enlevé 60 000 francs. Et puis ils ont pris la fuite. Vraiment, on ne peut pas saluer nos autorités. Je suis très contente. Donc nous remercions les forces de défense et de sécurité. Merci beaucoup pour leur arrestation. Le commissaire Justin Ouedraogo n'a pas manqué d'inviter les gérants de boutiques et de stations-service à plus de vigilance. Aussi la collaboration de la population avec les FDS. Il ajoute que le 4e membre du réseau a été déjà déféré à la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso. Retour à Ouagadougou, lancement du projet dénommé un nouveau modèle de classe passerelle pour améliorer l'apprentissage des enfants et des jeunes non scolarisés ce jeudi 14 juillet au ministère de l'Éducation nationale. Les acteurs du Burkina Faso ont pris part à la cérémonie de lancement officiel par visioconférence. Ce projet a pour but de mettre en place un programme innovant visant à offrir de nouvelles opportunités aux enfants et aux jeunes non scolarisés. Il prend en compte 6 pays membres de la Fondation 40. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Burkina Faso. Le point avec Mamidria Nakamabo. C'est un projet de recherche qui s'inscrit dans le cadre de l'appui à la Fondation 40 ans dans leurs efforts de lutte pour la scolarisation. Il a pour objectif de mettre en place un programme innovant visant à offrir de nouvelles opportunités aux enfants et aux jeunes non scolarisés de 8 à 15 ans à travers de classes passerelles entre l'éducation non formelle et l'éducation formelle. Il y a un flux important des enfants en âge d'aller à l'école qui ne sont pas à l'école. Alors il faut mettre en place une stratégie pour résorber tout ce flux-là et pour permettre à ces adolescents et jeunes d'avoir accès à l'éducation formelle. Et c'est justement ce à quoi s'attelle donc ce consortium pour mettre en place une stratégie donc, de prise en charge de ces enfants et adolescents-là.
Pour les responsables de l'éducation non formelle, une étude a été menée en 2017 dans le cadre du système éducatif burkinabé. 12 localités de 6 régions ont fait partie de cette étude. Il ressort que plus de 51% des adolescents et enfants ne faisaient pas partie du système éducatif burkinabé. Après cette cérémonie de lancement officiel, une série d'activités sera menée dans le cadre de ce projet. Notamment donc le rapport général de cette étude qui s'est menée, de cette enquête qui s'est menée dans les 6 pays, et après ça, identifier donc les meilleures approches et pour mettre en place donc ce programme et ce nouveau modèle de classe passerelle. Et ces centres-là permettent effectivement de scolariser des enfants qui devaient l'être et qui ne le sont pas. Ça déjà c'est un point positif. Ensuite, et mettre les conditions, les intrants nécessaires, le matériel pédagogique, les enseignants de qualité, les directeurs de qualité pour que ça donne de bons résultats. Ce projet est subventionné à hauteur de plus de 502 millions de francs CFA par le Centre de recherche pour le développement international dans le cadre du Partenariat mondial pour l'éducation. Il est mis en œuvre par la Fondation Caranta en partenariat avec le Réseau Ouest et Centre africain de recherche en éducation ainsi que le Forum des éducatrices africaines. Il prend fin en 2023. Situation sécuritaire, les sites d'orpaillage ne sont pas épargnés par le phénomène. Non seulement ils se vident au profit des terroristes, mais aussi les exploitants y perdent leur vie. Le gouvernement du Burkina Faso poursuit donc ses efforts pour assainir le milieu. C'est dans cette même dynamique que le ministre en charge des mines et des carrières a lancé les 48 heures des artisans miniers ce 14 juillet. Elles serviront de cadre d'échange en vue de trouver des solutions pour booster le secteur impacté par les attaques terroristes. Sarah Kabouré et Wenlassida Kabouré. L'exploitation artisanale communément appelée orpaillage est la principale activité des populations rurales du Burkina Faso après l'agriculture. Selon les chiffres de l'Institut national de la statistique et de la démographie INSD, en 2017, plus de 9 tonnes d'or sont tirées de l'orpaillage au Burkina. C'est conscient de ce potentiel que le gouvernement burkinabé a lancé les journées dédiées à l'artisan minier. Une première édition qui se tient sous le thème « L'exploitation artisanale de l'or dans un contexte sécuritaire difficile, défis et perspectives ». Avec les attaques sur des sites aurifères artisanaux, la présence et même la prise de contrôle de certains sites par des groupes armés, on est donc en droit de penser que ces sites suscitent un certain intérêt pour eux, c'est-à-dire les groupes armés, et pourraient donc servir de refuge ou de source de financement et de recrutement. Cela est d'ailleurs corroboré par des études qui tendent à démontrer l'intensification des activités de ces groupes armés dans les zones abritant les sites d'exploitation artisanale d'or. Il est donc attendu des acteurs ici réunis l'engagement à œuvrer auprès des autorités et des forces de défense et de sécurité pour le retour de la sécurité et la quiétude dans notre pays. Cette première édition a réuni plus de 600 acteurs du secteur minier venus des 4 coins du Burkina. Durant 48 heures, les participants feront un état des lieux de l'impact de la situation sécuritaire sur l'artisanat minier et trouveront également des mécanismes nécessaires pour réorganiser le secteur. Quelques-uns d'entre eux saluent déjà cette initiative du gouvernement. La principale difficulté aujourd'hui, c'est lié effectivement à l'insécurité. Ça fait que le Burkina devient de plus en plus inaccessible. Donc il y a des zones où nous ne pouvons plus avoir accès. C'est l'une des difficultés que nous avons actuellement pour notre travail. Et c'est à ce titre que nous saluons effectivement ces journées. Quand on regarde le thème, on parle donc des défis sécuritaires. C'est une réalité. Aujourd'hui, les étudiants ont suffisamment de problèmes. On a des problèmes d'avoir des stages, c'est une réalité. Mais nous pensons qu'également ces sites-là peuvent être exploités d'une autre façon. On peut donner une nouvelle compréhension de ces sites-là en les considérant comme des laboratoires de collecte d'informations géologiques qui peuvent donc servir comme des lieux de stage pour des étudiants.
Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Et pour terminer ce soir, en Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara et ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se sont entretenus ce jeudi 14 juillet 2022 au salon d'honneur du palais de la présidence de Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau. Cette première rencontre est un levain de la décrispation du climat social politique national, a affirmé Laurent Gbagbo. L'actuel chef de l'État a pour sa part laissé entendre que cette rencontre sera régulière. Cette rencontre, qui fait suite aux recommandations du dialogue politique, était attendue par l'ensemble des Ivoiriens comme celle qui ravivera l'espérance. Je vous propose de suivre la déclaration des chefs de l'État à l'issue de la rencontre. La rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité leur vue sur toutes ces grandes questions. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat socio-politique national en Côte d'Ivoire. Le président de la République a salué la spontanéité de la réponse réservée à son invitation. Les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, pour leur part, ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour son accueil fraternel. Je voudrais ajouter que je disais à mes prédécesseurs que les uns et les autres considèrent que c'est une réunion extraordinaire. Mais l'on doit considérer qu'elle est plutôt ordinaire et qu'elle sera régulière. Et chaque fois que mes prédécesseurs auront le temps de reprendre ces échanges, je leur ferai appel pour recueillir leurs avis et leurs recommandations. Je trouve que ce sera une très bonne chose pour la nation d'entendre et d'écouter mes prédécesseurs, leur connaissance du pays, leur expérience, et évidemment aussi le poids politique qu'ils représentent. Donc nous aurons l'occasion de nous revoir régulièrement en fonction de leur disponibilité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 20h pour un nouveau journal. Portez-vous bien. Bonsoir.